on a à faire en tant que coureur quand on est un entraîneur qui ne connaît pas le coureur. Donc c'est bon, c'est lancé? Oui, c'est lancé. C'est lancé. Alors moi je vais faire comme ça, je peux faire hop. Donc il y a 4 philosophies du coureur si on veut. Il y a des coureurs, on va aller assez vite, hein, très vite cette partie-là. Il y a des gens qui sont dans le courir pour courir, des fouloirs, voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin dans les descriptifs. Il y aura une prochaine, pourquoi pas un jour, conférence pour ça, ou une vidéo pour ça. Voilà. Donc on a des gens qui arrivent et qui sont dans le courir pour courir, dans un défouloir. Je vais le mettre comme ça, je suis pas à l'aise. Comme ça je peux me balader un peu. Après on a des gens qui sont dans le courir pour le loisir, donc c'est un mélange entre plaisir et loisir. Désolé, c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, on n'est pas dans le courir pour courir, il y a déjà un peu plus de recherche, c'est pas peut-être pour juste la forme ou autre, on est quelque chose de plus avancé. Après, on a des coureurs pour la forme, justement, et on a des coureurs pour s'entraîner. Alors, je sais pas pourquoi ça disparaît, là. Bon, c'est pas grave. Donc là, nous, on commence à parler que au 4e membre. En général, les gens qui viennent au start, ils sont déjà ils sont déjà engagés dans le s'entraîner. Avec le groupe du lundi, qui maintenant est le groupe des jours impairs, on a des gens entre courir pour la forme et s'entraîner. Voilà. Donc c'est quand même important de savoir que quand il y a des gens pour le plaisir et pour le courir pour courir, on n'en fera pas des adhésions pour le club. Pas encore, en tout cas, à nous de, pourquoi pas, leur donner envie avec les réseaux sociaux d'avancer. Alors après, on a 4 raisons de s'entraîner, soit pour progresser, je vais aller très vite, hein, c'est pas le but de la conférence du jour, mais c'est histoire d'échauffer la voix, pour se dépasser, pour performer, et pour la réalisation 3D, devenir enfin soi, souvent ça c'est le haut niveau, d'accord? Donc vraiment savoir jusqu'où on veut aller, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on pourrait aller si jamais on mettait les moyens. Voilà. Donc nous, on peut avoir des coureurs à partir de ces 4-là. Sur le start, ceux qui arrivent nous voir et qui nous téléphonent ou qui veulent venir une première fois, ils sont déjà dans une démarche de progresser. Tant que vous n'avez pas des coureurs qui veulent progresser, ils ne veulent pas s'entraîner non plus, parce que la progression, le dépassement, la performance et la réalisation, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ici. Moi je suis rentré là-dedans, j'ai mis pas longtemps. Je crois que je suis presque quasiment rentré en course à pied pour la 4e partie, pour le 4e niveau, mais voilà, ça c'est que des gens qu'on a, contrairement à la diapo d'avant. Après, on a à chaque coureur son niveau, donc on a des coureurs du dimanche, on a des coureurs joggers. De mon temps, on disait le jogging, les joggers. On ne parlait pas de runner et de faire un run, on allait faire un jog, on n'allait pas faire un run. Donc vous voyez que ça évolue, parce que la population a évolué avec un public cible, d'une communication, une commercialisation par rapport à faire de la thune, business de la course. On est passé du jogger au runner. Les Nike, tout ça, qui ont voulu attaquer le running avec les marathons grand public et tout, ils sont arrivés à partir de running quand ils ont considéré que le public, le grand public était passé du jogging au running. Donc on a vraiment coureur du dimanche, jogger, runner. On a le finisher, on a le coureur à pied. Moi, souvent je dis je suis coureur à pied, je ne dis pas plus. Je dis je suis coureur à pied, je ne dis pas je suis runner. Donc coureur à pied, c'est un cran au-dessus. Après, on a le compétiteur. Là aussi, on a affaire à des compétiteurs à partir du start. Les gens ils viennent pour un abonnement, une adhésion, ils viennent pour avant tout être en mode compétiteur. Et après, on a les athlètes. Et après, on a le haut niveau. D'accord? Donc, je mets en même temps ça en intro parce que je sais qu'il y en a qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc, ça permet pour ceux qui arrivent de se situer parce que vous n'allez pas écouter la conférence de la même façon en fonction de où vous êtes. Entre coureurs du dimanche ou au niveau, c'est comme les dessins animés ou les films de 7 à 77 ans. On peut les écouter et les comprendre à partir de notre âge et de notre maturité. Et il y a les pros aussi. Donc le pro par rapport au haut niveau, c'est vraiment l'argent. C'est ceux qui en vivent, qui arrivent à en vivre. Ça, c'est jamais gagné d'avance. C'est très peu. Alors on a une logique simple pour classer un peu tous les efforts ou toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'effort. On a cette courbe qui marche pour tout, c'est la loi de Pareto. La courbe de Pareto, c'est la loi de 80-20. C'est-à-dire que vous avez 20% du temps
pour arriver à 80% du travail en bas, ou alors vous avez en 80% du temps, en 80% du travail, ça vous prend 20% du temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive rapidement à un frein ou à un plafond et on est dans la non-visibilité du qualitatif. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont des pros pour arriver en très peu de temps. En 20% du temps, ils arrivent à 80% du travail. Donc en général, les gens là, ils aiment bien être ici. Par contre, toute cette partie-là, les 20% restants du travail, c'est-à-dire la finition dans un sens, bah là, ça te prend 80% du temps. Et là, c'est là où les entraîneurs et le club agissent. C'est-à-dire que quand les gens ils arrivent là, soit ils abandonnent, soit ils viennent en club. Ils viennent nous voir. Et donc vous faites le lien avec tout ce que je vous ai dit avant comme profilage, tout ce que vous avez vu comme profilage. Donc, vous avez du sport, vous allez vous balader. Donc là, vous avez les joggers, là, vous avez les compétiteurs, là, vous avez les athlètes. Et là, on refait toute la série. Entre le jogger du dimanche 7 sur 7, le runner geek, le définisher, elle est bonne, je la prends, je la garde. Le coureur à pied, le compétiteur, le compétitif, il y a une différence. Et l'athlète et l'athlète de haut niveau. Vous avez ici le déclic de l'entraînement dont je vous parlais. À un moment donné, vous arrivez à des seuils, à des plafonds et ainsi de suite. Et c'est là où ils viennent en vert, c'est là où ils viennent nous voir en club la plupart du temps. Et vous avez ici le déclic du fractionné. Parce que la distinction entre le groupe 9 à l'heure que l'on a et le groupe 12 à l'heure, elle va se faire plutôt au niveau coureur à pied compétiteur. Et encore de loin pas compétitif, on est d'accord. Donc, ça dépend de la centralité de l'entraînement que l'on a dans sa vie. Okay, donc vous avez, c'est pas au hasard, hein, j'ai mis un peu tout ce qu'il y a le sport dans la vie, la santé, le couple, l'enfant, les enfants, la famille, travail, loisirs. Et vous avez une cible. Hein. Donc bon, le jour où vous avez des enfants, c'est pas mon cas, mais on comprend que ça devient vite central. Et vous pouvez aussi avoir le sport que j'ai mis de façon taquine sur un trait qui est plus ou moins grand. Donc vous avez un cercle, vous avez des traits de plus en plus gros qui deviennent des espaces eux-mêmes. Le cercle devient un espace. Vous voyez? Bref, ça sera une autre conférence. Après, vous avez les mêmes cercles, mais vous voyez que là, vous avez la centralité au centre du sport. Et vous voyez qu'ici, vous avez le droit à du relief avec soit la profondeur, soit ça rentre ou ça sort. Ok, on a un code qui rentre ou qui sort. Et avec, bon bref, là aussi c'est une autre conférence, mais ça nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir juste des cercles et des ronds en 2D, on peut rentrer dans du 3D, et c'est un peu le but des bons entraînements, c'est de se retrouver dans du 3D le plus possible, et toujours intégrer le plus possible l'entraînement dans ce que l'athlète veut et dans sa vie en général, dans la dynamique de sa vie en général. Alors, coach à pied, c'est une méthode de terrain et c'est une méthode empirique. J'insiste un peu là-dessus parce que ce qu'on va voir maintenant, on va rien voir de scientifique pur. Bien entendu, je me base sur des choses scientifiques, d'accord. Mais en tout cas aujourd'hui, on ne va pas le voir sous l'angle scientifique. Peut-être un jour, on a un Tom qui est doctorant, Tom Normand, qui est doctorant en STAPS et en physiologie de l'effort. On va commencer à se caler ensemble et à travailler ensemble un aménagement de tout ça. Mais c'est d'abord le terrain. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche de savoir à combien de pourcentage de fractionné, de FC max, de fréquence cardiaque max, ou à quel pourcentage de VO2 ou de VMA on est. Moi, ce que je veux, c'est les allures 10. Les allures semi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compris. Vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'on parle parce que les gens ne comprendraient pas de toute façon. Donc j'insiste bien sur le fait que pour le moment, la méthode coach à pied, c'est une méthode de terrain et que moi, si on m'amène des choses scientifiques, pourquoi pas, mais j'attends de voir si ça marche avant tout. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être bruitage jusqu'au bout. Voilà. Et on le remettra après. Alors, c'est pour ça que souvent, le premier des conseils que je donne, parce que souvent les gens nous appellent, ou les coachs, et nous demandent c'est quoi le conseil machin, bah, le premier des conseils, c'est pas de suivre des conseils, mais suivre un plan. C'est toute la différence entre donner des conseils qui sont de l'ordre de la consigne, je passe assez vite, hein. Des vrais conseils, plus manager, et the bon plan, hein, aussi. L'entraîneur adjoint, pourquoi pas, et après on aurait un entraîneur-chef, je ne sais pas comment l'appeler, qui donne vraiment une vraie planif.
Donc le problème, c'est qu'en fonction de tout ce qu'on a vu avant, vous avez vu qu'on avait une douzaine à peu près de catégories de coureurs. Il y a peut-être des conseils qui marchent pour le coureur 1, niveau 1, niveau 3, niveau 6, et pas pour le coureur 2, niveau 4 et niveau 7. Vous avez des fois des consignes qui selon les avancements du coureur, vous avez des consignes qui peuvent se contredire d'un niveau à l'autre, alors qu'ils ont un niveau juste quasi similaire, quoi. Il y a des personnes à qui on va donner plus de volume parce qu'ils font du marathon, alors que d'autres c'est pour récupérer d'une blessure, paradoxalement. Et donc c'est pour ça que un conseil, j'y crois pas. Par contre, intégrer donc des consignes et des conseils dans un plan bien mesuré, là c'est encore autre chose. Donc je marque la différence. L'entraînement invisible, on va aussi passer très vite, mais vous voyez qu'on ne peut pas rendre scientifique ou répondre à des conseils rapides sans savoir ce qu'il en est de l'entraînement invisible, hein, vous aurez compris. Le dernier que je ne comprenais pas, c'était late night, donc ça veut dire les nuits tardives où on n'arrive pas à se coucher parce qu'on a des deadlines, on a des objectifs à rendre le lendemain. Donc voilà, ça demande beaucoup de choses, hein, on passe, voilà c'est notre métaphore, on passe en dessous du podium, il y a autre chose. Hein. Et ça demande aussi, donc si on parle d'entraînement invisible, ça renvoie à l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie c'est quoi? C'est aussi du mode de vie. Je vous ai passé des acétates qui différencient les deux, parce qu'il y en a 4 en fait des niveaux, mais je vais directement à un hygiène mode de vie que le grand public est capable de comprendre. Donc c'est bien manger, c'est une base, hein. Bien bouger, c'est ce qu'on essaye de nous faire. On n'est pas dans le bien manger nous directement. Si un jour on s'améliore dans la nutrition, il y a François, il essaye d'y penser de plus en plus en se formant, pourquoi pas. Bien penser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de bien penser, un peu de pédagogie pour placer les choses au bon endroit. Et bien dormir. Okay, c'est la base, mais bon, c'est comme ça. Ceux qui ont des enfants, ils peuvent le comprendre, en bas âge, ils peuvent comprendre que le bien dormir devient central. Et quand on en a marre de faire des boîtes de nuit. Donc l'entraînement, c'est motivation puis discipline égale réussite. Je vous place beaucoup de choses, à quoi que celui-là je l'ai donné. Donc dans la discipline, on a de l'organisation au quotidien avec un agenda semaine. On a de la charge, acceptation non quotidienne de la charge. Beaucoup de gens ne viennent pas à l'entraînement parce qu'ils ne veulent pas avoir la discipline et la charge qui va avec, qui en général, si elle est planifiée et en lien avec un entraîneur, donc on a un regard extérieur, plus ou moins cocoonant, plus ou moins sur le dos de la personne, plus ou moins ça dépend de la personnalité de l'entraîneur ou de l'athlète. Et on a aussi une discipline qui va jusqu'à la planification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir des objectifs cibles qui sont marqués sur le tableau et qu'on est de la maison sur le frigo ou autre et que tous les jours on passe devant. Il y en a aussi, ça leur met la pression, ils n'aiment pas non plus trop ça. Ils sont prêts à la limite même à se faire entraîner par un vrai entraîneur, mais ils ne veulent pas trop d'objectifs cibles contraignants. Donc, cette discipline-là et ces charges qui vont avec, qui sont de l'ordre des charges mentales, ça joue. Un peu comme dans une course, vous avez des fluctuations de l'engagement de la personne dans sa course en elle-même. Au départ, on est motivé, les kilomètres finissent quand même par passer lentement. Ouf, il y a un ravito, on peut réaccélérer. Après, purée, quand est-ce qu'on arrive? Et la foule nous applaudit. Et là, c'est pareil pour la motivation dans une saison. On refait le même schéma, c'est les semaines et les mois qui sont lents. L'objectif intermédiaire, heureusement, il peut y en avoir un ou deux qui tombent bien, souvent ceux qui sont proches. Mais après, quand il faut aller péter pour un objectif cible à l'autre bout de la France, des fois on ne remonte pas la pente, on ne repart pas sur la deuxième pente. Donc ça peut arriver même au plus haut niveau. Alors la gestion de course le jour J est le reflet de la préparation qui nous y a entraînés. C'est pour ça que nous on s'entraîne jour et nuit, on s'entraîne quand il fait jour, quand il fait nuit. Quelle que soit la météo, tout ça, on essaye d'avancer sans problème. Après, on a les 6 profils d'effort, pareil, il y a les optimistes, ok, par rapport à la moyenne, il y en a qui parlent trop vite, ils sont plus ou moins optimistes ou naïfs. Après, on a les experts et les économes. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Hein, comme l'écologie et l'économie, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, mais voilà, c'est ça. L'expert, il calcule mieux, on va dire. Et après, vous avez les craintifs et les pessimistes. Et les anarchiques, ou ceux qui en veulent trop et qui repoussent au mental, à chaque fois ils redonnent un petit coup, et un petit coup ils se font tomber, ils se font doubler par quelqu'un, ils réaccélèrent, par quelqu'une, ils accélèrent aussi.
Quatre personnalités de coureurs, on a les pilotes. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît ça. Ok, je verrai pourquoi. Il y a les pilotes, il y a les médiateurs, il y a les experts et il y a les créatifs. Donc pareil, on n'entraîne pas un athlète de la même façon. Il y a les médiateurs un peu plus suiveurs qui suivent vraiment le plan et qui demandent à l'entraîneur souvent. Il y en a qui sont plus experts, qui cherchent vraiment à tout comprendre avant d'agir. Ils ne sont pas forcément les plus geeks, ils sont un peu moins dans l'émotion en général. Et il y a les créatifs qui ont besoin de s'approprier l'entraînement. Donc ils passent souvent par la phase expert avant de créer. D'ailleurs, c'est la base. On ne peut pas créer avant de maîtriser. Donc dans l'expert, on est encore dans le contrôle, et dans le créatif, on rentre dans la maîtrise, on passe du contrôle à la maîtrise. Je referme la parenthèse. Donc après, il y a 4 temps d'entraînement. Là, on commence à rentrer dans la physiologie d'effort un peu plus. Donc là, on a le court terme, on a avec des agendas et des microcycles qui sont des semaines, on verra ça plus en détail. On a le moyen terme, la saison en mésocycle, et on a le long terme en calendrier plus général et macrocycle, et on a la carrière, la vie sportive, le pluriannuel ou le quadriennal, genre olympique, quoi. C'est plus pour les professionnels ou en tout cas les athlètes de haut niveau, et c'est pour ça que souvent un athlète de haut niveau, j'ai tendance à être plus dans le volume, qui est la base de tout, vous allez comprendre, et le même système de pyramide, on va voir. Ça se fait aussi, c'est-à-dire que quand on s'approche des Jeux Olympiques ou d'un objectif quadriennal, la dernière année, la 4e année, elle est beaucoup plus forte. Elle est moins lente, alors que les premières années, on va beaucoup plus prendre le temps de faire de l'endurance, du foncier, des entraînements moins punchy, moins épicés. Après, on a 4 dimensions de l'entraînement. Alors, on a l'aptitude physique. On est plutôt dans la morphogénétique, c'est on est grand, petit, africain du nord, africain du sud, asiate machin. On est plutôt morphologie grosse, moins gros, plutôt morphologie longiligne, plutôt sprint, endurance, et ainsi de suite. On a la condition physique, donc là on rentre dans la notion de sportivité de forme générale. Qui témoigne déjà d'un premier entraînement des gens, d'un niveau d'entraînement des gens, soit un niveau récent, soit un niveau à plus long terme dans le passé, qui peut être plutôt passif que passé. Voilà. Donc après, on arrive à la forme physique et là, on rentre dans l'entraînement. Donc nous, on essaye d'amener les gens qui ont des aptitudes et une certaine condition qui les a poussés avec, à force de se retrouver seuls, de se retrouver face à un plafond de verre, à nous rejoindre, nous les entraîneurs ou nous le groupe, parce que des gens viennent plus pour le groupe que l'entraînement, et ainsi de suite. Et on essaie de, au moins, même dès le niveau 9 à l'heure, de les pousser à la forme physique, même si c'est que faire des jogs, et on leur dit, encore les séances de fractionné, c'est pas pour vous, il vaut mieux être patient. Et après, on tape vraiment la performance. Donc moi, j'avoue que ce que j'aime, c'est la perf. Bien entendu, il faut tout ce qu'il y a avant, mais voilà, il faut après dans un club répartir les encadrants et les entraîneurs en fonction de ces 4 dimensions. Donc le jour J, j'en reviens un peu en arrière, la perf c'est le jour J. Ouais, je suis obligé de recommencer, ouais. Bon, je verrai ça. La perf c'est le jour J, et le jour J c'est aussi des tas de perf. Il y a des jours J où on est bien, et il y a des jours J où on marche sur l'eau. Okay. Et donc là, il y a une notion d'état de perf, ça aussi c'est passionnant en psychologie, je l'ai beaucoup étudié. Je donne un exemple du jour J. Le jour J, ça ne veut pas dire être à 120% ou autre, c'est au moins être à 100% du 40% que l'on est au moment où on fait la perf. On arrive, on a un 40% de tout ce qu'on pourrait remplir de notre réservoir, là, moi j'appellerais ça de notre engagement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cercle là et savoir jusqu'où on peut aller et à quel point on peut élargir le cercle. Après, bien entendu, le jour J, il faut planifier et donner un 100%. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir à quel point on peut élargir ce cercle. En tout cas, moi, n'étant pas un talentueux, je l'ai élargi mon cercle. Souvent, les talentueux, on a juste à le remplir, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai dû l'élargir.
Ouais, je sais pas pourquoi. Donc après, on a 4 versants d'entraînement. On a le physiologique, c'est la planification. On a le mécanique, donc c'est les muscles, les articulations, le squelette. C'est de la gestion de la bobologie et la prévention des blessures. Là, après, on rentre dans le psychologique. C'est mon dada, j'en parlerai pas aujourd'hui. C'est les approches et l'adaptation à la gestion de l'effort, en entraînement comme en compétition. Et après, on a le haut niveau. Haut niveau, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans des logiques de dépassement et qui, physiologiquement, mécaniquement et psychologiquement, débordent. On a des gouttes d'eau qui débordent de base, et là, la question du haut niveau, elle est à part entière. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au haut niveau, on ne se pose pas certaines questions. Et on ne se pose que certaines questions quand on est dos au mur. L'avantage du haut niveau, c'est qu'on se retrouve dos au mur parce qu'on l'a choisi. Dans la vie, la plupart du temps, on est dos au mur sans l'avoir choisi, et donc c'est pas du haut niveau, ça s'appelle de la crise. De la gestion de crise. Okay. Après, donc, on va sur le mécanique. Vous avez vu le physiologique, on en parlera un peu après, mais ça rentrerait vraiment dans la physiologie pure, laboratoire pur. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. Donc, on va rester sur des choses beaucoup plus empiriques, à savoir, par exemple, le mécanique. On est dans une logique de progression. Okay. On s'impose à chaque entraînement un stress, une charge. Je préfère le mot charge, mais bon, ça vient de l'anglais. Quand on est en dessous du maximal, ben, on ne risque pas trop la blessure, mais si on est en dessous de la ligne minimum nécessaire à notre adaptation, ben, ça ne sert à rien. Ben, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien, mais souvent ça ne sert à rien. Alors marcher avec son chien au pas, travailler, tout ça, ça nous offre souvent des charges, des fois des charges qui dépassent, hein, il faut les prendre en compte. Mais voilà, l'idée c'est que dès qu'on sort, on est dans la blessure, potentiellement, donc vous avez douleur avant, après, pendant, les raideurs matinales le lendemain, gonflement, tout ça. Et là, on est dans la zone d'adaptation, et le but, c'est de régulièrement être dans la zone d'adaptation. Alors, soit dit en passant, on n'est jamais tout en haut, parce que ben, c'est simple, hein, la vie fait qu'il y a des cycles, et puis on a besoin de dormir, de se reposer, donc bref, même quand on est au taquet, on a toujours des phases qui descendent en dessous de la zone d'adaptation. Et le haut niveau, c'est d'être justement toujours au-dessus de la zone d'adaptation. C'est-à-dire que si un athlète de haut niveau, surtout quand on se rapproche de l'échéance, s'il redescend trop souvent, c'est pas génial. Alors là, ça peut être à l'échelon d'un jour, ça peut être à l'échelon d'un mois, hein. Peu importe la chose, quoi. Mais dans l'idée, il faut être de plus en plus moins en bas pour le haut niveau et de plus en plus qu'entre les deux, quoi. Comme s'il y avait une balle et que ça rebondissait toujours entre les deux. Après, pour les stresseurs, je vous ai parlé du travail, en effet, ici. Donc il y a des travaux qui sont plus ou moins prenants. Et en général, quand vous changez de travail, quel qu'il soit, ça prend à peu près 3 ans pour s'adapter. Donc nous, les entraîneurs, il faut qu'on l'intègre. Ah, tu as changé de boulot, ok, je suis pharmacien, maintenant toute la journée, je suis debout à faire vendeur, dealer, mais debout toute la journée. Donc forcément, c'est une charge, c'est pareil. Ou je bosse à l'hôpital, je suis à 30 000 pas par jour, quoi. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la charge et qui n'est pas si mauvaise, hein. Alors souvent, les gens du BTP ou qui font des vrais boulots agriculteurs, des vrais boulots physiques, ben, on les a pas. Ils sont cuits pour faire du loisir, en fait. Ça, c'est un autre problème aussi. On en a quelques-uns, mais pas beaucoup. On a Oussam, on a Jérémy, quand même, qui fait du physique. Mais voilà, on n'en a pas beaucoup, il faut l'avouer, c'est pas eux qui viennent le premier, ils vont plus dans le foot, dans les trucs loisirs, un peu plus ludiques et collectifs que dans un sport individuel un peu plus bête et méchant. Voilà. Et Laurence, si je permets, comment tu sais que tu as ton niveau d'adaptation? Oui, voilà, bah c'est en fonction des essais-erreurs, des douleurs. On est d'accord, hein, ça s'appelle l'empirique. Hein. Gravillon à droite, en F1, gravillon à droite, je tourne à gauche. Gravillon à gauche, je tourne à droite. Voilà, c'est un peu ça. Hein. On n'a pas de test à l'avance en laboratoire pour savoir où aller. Là. Tu le sens au film. Sachant que, comme je vous l'ai dit, les adaptations, elles sont à la fois physiologiques, mécaniques et psychologiques. C'est pas que mécanique. Même si là, on a le mécanique, c'est le même graphique pour les 3 types. Hein. Okay. Après, donc voilà, j'ai fait un petit triangle, on commence à se rapprocher de la pyramide, c'est plutôt un cône. Donc ça peut être dans n'importe quel sens, hein, peu importe, il peut tourner le triangle.
Et nous, on est à un triangle par rapport au max, quoi. On est quelque part là. Et le but d'aller vers le haut niveau, c'est de monter un peu le truc, quoi. Voilà, c'est brinque-ballant, et puis ça peut casser. Donc quand il y a des coups d'arrêt, des cassures ou quoi, bah, c'est un déséquilibre de planif, et c'est là où on arrive à comment on établit les limites. Ça prend du temps. D'où l'intérêt d'une appli qui va calculer au fur et à mesure tout ça. On est en train de le faire avec la Dream. Donc la qualité passe par la transformation de la quantité en volume. Alors ça aussi, ils veulent faire de l'ultra, ils veulent faire du trail long, ils veulent faire du marathon, pourquoi pas, c'est bien. Mais attention, on rentre en vouloir aller trop vite à ces objectifs longs, on est vite dans la quantité en oubliant le volume, la dimension de volume. Alors ça c'est important à comprendre que le volume, dans la quantité, si on la transforme en fréquence, on se rapproche déjà de ce que c'est que le volume. Donc la fréquence c'est quoi? Mieux vaut courir 2 fois moins, 2 fois plus que 2 fois plus, 2 fois moins. Désolé, je la refais. Mieux vaut courir 2 fois moins longtemps, 2 fois plus dans la semaine, que 2 fois plus longtemps, 2 fois moins. Ça va mieux déjà? Et la troisième, mieux vaut courir 2 fois 1 heure, là ça vient plus, on se parle, hein, que 1 fois 2 heures. Vous voyez. Après on parle à des gens différents à chaque fois, donc je vous ai montré avant, il y avait une douzaine de profils, je peux vous dire, il y a des teubés, on doit descendre bas. Ouais, plus de fréquence pour plus de qualité, pour plus de constance sur le long terme. C'est plus générique. Donc en fait ça c'est une définition du fractionnage. On fractionne la charge, on fractionne l'effort, on fractionne la totalité, quelle qu'elle soit, court, moyen, long terme. Alors après on a donc la quantité qu'on transforme en fréquence, donc on est dans la démultiplication et non la division. Ça c'est un truc aussi qui m'importe beaucoup. C'est comme une lumière, une flamme, une bougie, plutôt une bougie on va dire. La bougie, quand vous la passez, elle ne perd pas en intensité. Donc quand on rentre dans le volume, normalement tout est vertueux. Franchement, dans la nature, tout se transforme, rien ne se perd. Ok, je ne sais plus qui a dit ça. Parmentier, ouais, c'est ça. Donc, et normalement, si on est bon, on n'est pas dans la division, on est dans la démultiplication, et la démultiplication qui se synergise. Tout se synergise les unes dans les autres. C'est pour ça que la méthode elle est importante, parce que sans le vouloir, il y a plein de choses qui sont découpées et qui se synergisent. Donc, un exemple très simple de démultiplication qui ne blesse pas ou qui ne casse pas, ben, les études scientifiques montrent que, en laboratoire, que plus on s'entraîne et plus on ne se blesse pas forcément. C'est pas une fatalité. Donc, par exemple, c'est contraire aux idées reçues, plus on court et plus il est possible de moins se blesser. Okay. Donc, dans l'idée, ici, c'est quoi? C'est ceux qui s'entraînent 1 à 2 fois semaine. Donc, 1 à 2 fois 10 km, 1 fois 20, 1 fois. Bon, vous voyez le truc? Et donc, forcément, là, en général, on a trop de jus. Et le peu qu'on court, on y va, on rentabilise à fond et on se blesse. Et ça, malheureusement, ben, nous, il faut qu'on fasse très attention. Et souvent, les blabla jog, on a beaucoup de coureurs de ce type et ils sont très vite blessés. Ça, c'est en volume semaine, là. Voilà, exactement, volume semaine. Ça pourrait être le volume mois, à la limite, hein, pour certains. Mais bon, oui, là, dans ce cas-là, c'est volume semaine. Donc, l'inactivité fait vieillir les capacités du corps, bien plus que l'activité, même extrême, ne pourrait nous user. Okay, on est toujours dans l'entraînement et pas dans l'usure. C'est ça qui est important à comprendre. Normalement, un bon entraînement renforce et ne blesse pas et n'use pas. Je le répéterai régulièrement. Donc, voilà, je l'ai dit. Après, on a le bien-être, la santé, la forme, la condition physique, la condition sportive, la condition compétitive. Puis on va vers les kilométrages. Et vous avez pareil avec le jogger du dimanche, le jogger, le runner, le compétiteur, et ainsi de suite. Pareil. Ça avance comme ça. Alors, un bon entraînement pour qu'un mauvais, autant de temps qu'un mauvais, ne fatigue pas plus, blesse moins, permet de mieux se connaître, et de gagner en vigueur et rigueur dans toutes les autres sphères de son quotidien. Ça ne marche pas que pour le sport. Une fois qu'on a appris ça dans le sport, souvent on transforme les personnes et c'est très très agréable de voir, nous en tant qu'entraîneurs, qu'on arrive à gagner en sagesse et ainsi de suite. Et dans tous les cas, on apprend de blessure en blessure ou de choc en choc, on apprend que tout ce que tu n'apprends pas par la voie de la sagesse, ben, tu vas devoir l'apprendre par des voies plus douloureuses. Tu n'as pas le choix.
Donc à un moment donné, les personnes qui ne nous écoutent pas, il faut qu'on soit très strict, parce que la plupart du temps, ils frappent un mur, et après, malheureusement, ça prend du temps. C'est douloureux aussi. Alors, les charges, on peut le voir autrement. Vous avez ici un espace assez agréable, où vous avez d'un côté les risques de blessure qui baissent alors même qu'on monte, mais malheureusement au bout d'un moment forcément on atteint des limites et là le risque de blessure augmente. Donc tu vois les deux limites que tu demandais, il y en a une là, il y en a une là, entre l'adaptation et le max. Donc ici on est dans le 20 km qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire 2 entraînements par semaine en moyenne pour ceux qui font 20 km. Et là ici ça dépend de l'athlète de haut niveau, ça dépend du niveau, j'allais dire. Ouais, ça dépend du niveau de la tête, ça peut être 50 pour le jogger, 100 km pour le compétiteur ou 150 km pour le niveau. Là on frappe un peu le mur. Donc on voit qu'ici, dans une saison, on va essayer de partir d'ici et d'avoir la compétition cible vers là. On est souvent à la limite de la blessure ou à la limite de la maladie. D'accord ? Donc on avance avec des mésocycles de prépa générale, spécifique, compétition pré-compète et compète. On va y arriver. Donc là, vous avez un exemple, je ne sais pas si ça marche, de répartition de charge. Ça ne marchera pas. Ouais, bon, ça c'est la différence. Ah oui, c'est un PowerPoint. Non, c'est sur Keynote. Sur Keynote. Ça ne marche pas. Ça c'est bien marché. Donc répartition des charges. Hein. La nature connaît ça. Et on repart. D'accord ? Alors, physiologie de l'entraînement. Alors, plus on va vite, moins on va longtemps. Plus on va longtemps, moins on va vite. On est d'accord ? Donc, vous avez vos records personnels du 100 mètres. Bon, là, c'est grosso modo pas 2 secondes au 100 mètres, hein, mais bon, ouais, jusqu'au marathon. Ok, c'est logique. Après, vous avez un exemple d'un gars en 30-59, par exemple, au hasard. Hein. Ça peut faire de 22 selon l'échelle de coach à pied. Vous avez en 46 au 10 km, ça peut aller à 3,12 au marathon. Et vous avez en 50 minutes au 10 km, ça va à 4h09 au marathon. Bon, là, on a quelque chose de un peu plus linéaire que ce qu'on a vu avec la courbe juste avant. Après, donc tous les niveaux de course qu'on voit là, ça se construit un peu comme une route. La voie de la perf, c'est un peu comme une route et l'entraînement, c'est un peu comme une route. Donc vous avez beaucoup de couches différentes. D'accord ? Ça, c'est une voie romaine et il y a encore beaucoup de voies romaines qui existent de nos jours parce que ça a été bien fait, quoi. Et je peux vous assurer que quand vous faites vraiment du beau travail, ça met du temps à casser. Hein ? Les ponts romains sont toujours là. Par exemple. Donc là, vous avez toutes les couches pour créer une route. Et vous voyez, vous en avez pas mal. Hein. Là, on se retrouve avec, quand on reste à la construction de la route, sans considération de la conduite et de la circulation. Vous voyez qu'en haut, les Romains, ils ne s'occupaient pas de la conduite et de la circulation. Mais il y avait encore beaucoup d'étapes. Donc c'est une petite métaphore qui nous amène directement à nous, à la fameuse pyramide, le fameux cône. Okay. Donc on a allure jog, récup, allure jog actif, allure 50 sans bornes, ce qu'on appelle l'endurance active, souvent. Moi, je commence à être concret, vous voyez, à être empirique, j'appelle ça 50-100. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un 100 bornes ou un 50 bornes. Après, on a l'allure trail. Là aussi, c'est assez concret parce que le trail, ça fait du volume, de la qualité, c'est assez fartlek, c'est l'environnement qui nous impose des charges. Mais c'est encore pas l'allure marathon, on peut fermer les yeux. C'est un peu la différence entre le vélo d'appart, marathon, ou le vélo vrai dans la vie, tous les jours sur la route, ce serait plus trail, quoi. Donc il y a moyen de faire un travail différent. Et vous avez les allures au fur et à mesure que l'on va plus vite, on a une marge de distance moins grande. Donc quand on en reste à la quantité sans entraînement de fractionné, on ne peut pas aller beaucoup plus que les seuils de l'allure marathon. D'accord ? Et c'est que après qu'on rentre dans le chrono et dans la perf. Donc, par exemple, si on veut travailler l'allure marathon, vous voyez ici que plus le seuil est large et plus vous pouvez monter, vous avez travaillé ou vous pouvez travailler jusqu'à 800. Si vous avez un seuil moins large,
Vous allez déjà monter, et encore en ayant fait un effort de travailler jusqu'à 10, jusqu'à allure 10, vous voyez, on peut monter encore jusqu'à 1500. Donc c'est pour ça que toutes les filières et toutes les distances et les disciplines sont importantes, malgré tout. Même si c'est très éloigné ou ça nous paraît assez éclaté de ce que l'on veut en objectif cible, c'est important, surtout si on est en pluriannuel, genre un objectif sur 4 ans, il faut quand même penser à ça avant. Et le risque, malheureusement, c'est qu'on transforme la pyramide en obélisque, et l'obélisque, ça casse quand même beaucoup plus vite, c'est moins solide, c'est moins stable. Donc, vous voyez là les bases du marathon. Si on fait une petite métaphore, si vous partez d'ici du marathon, vous pouvez déjà monter plus qu'à allure 5. Et souvent, c'est ce qui se passe, hein, les coureurs de marathon, ils vont jamais en dessous de 5 km. Alors après, on peut aller travailler un peu de piste de temps en temps l'été, ou des entraînements compétition avec un ou deux gars qui peuvent vous aider à aller un peu plus vite sur des allures 3, allure 1500 et allure 800. Donc, c'est un peu ça la pyramide. Okay, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qu'on essaie de s'attirer soit en mangeant, soit en s'entraînant et en développant les adaptations. Et donc ça fait un tas. Et la pyramide, elle ne vient pas de nulle part en fait. C'est encore quelque chose d'empirique et tellement empirique que ça en est naturel. Donc la pyramide, c'est pas une conception dans une tête, ça se voit tous les jours. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a un débit continu d'énergie ou de choses à aller chercher qui arrivent. Et le sable, il va dégouliner à droite à gauche et de façon, si possible, harmonieuse. Et plus on réfléchit trop, et moins on est harmonieux, plus on réfléchit avec sa tête et avec trop de laboratoires et trop de scientifiques qui n'est pas forcément trop terrain, moins on est dans un beau tas, un beau code. Okay, donc ça veut dire quoi? Pour faire simple, vous avez différents rapports énergétiques. Vous avez donc l'anaérobie à lactique pour le sprint, donc ça veut dire que vous avez un petit réservoir mais avec un gros robinet. Après vous avez l'anaérobie lactique, vous avez un réservoir moyen, un peu plus gros qu'avant donc, mais avec un robinet moins gros. Et après vous avez un gros réservoir mais avec un robinet plus petit. Et là on rentre dans l'aérobie, avec un robinet qui permet de s'ouvrir entre 2 à 3 jusqu'à 4 à 8 minutes. L'ouverture, elle reste limitée, parce que c'est un robinet, mais par contre la capacité est illimitée. Après on peut continuer, on peut marcher à allure ultra pendant 45 heures. Quoi. La limite c'est le sommeil, c'est même pas la nourriture et c'est même pas l'effort, c'est le sommeil, c'est tout. Donc on peut continuer, le corps il est fait comme ça. Donc, vous voyez que les tas de sable, ils peuvent se ramollir ou non, hein, selon le type de sable, selon le type de grain, selon l'humidité, selon plein de choses. On peut avoir des tas de sable, mais c'est plus ou moins volumineux, plus ou moins comme ça. Il faut aussi en prendre conscience. Bon, ça c'est la tour de Babel, c'était une métaphore, mais c'est pas pour ici. Donc là, on a un tas de sable. Un tas de sable. Donc là, vous commencez à comprendre ce que c'est que ratisser large. Et prendre le temps. Vous ne pouvez pas construire une tour de Babel, une cathédrale, si vous n'avez pas assez cherché loin du sable. D'accord? Et puis pire que ça devient contre-productif. D'où le truc en 4 ans. Et que moi, quand je vois quelqu'un où je me projette dans 4 ans, peut-être à tort, mais je lui demande d'aller plus doucement parce que je ne veux pas qu'on commence à creuser là. Si c'est pour arriver là, et replacer de la terre ici, du sable ici, dans le trou, c'est dommage. Autant de suite taper là. D'accord? C'est ça qui est compliqué à sentir. Et souvent, on va trop vite. On fait trop vite du pic de forme, trop vite du trop qualitatif. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand l'aspiration à tutoyer les sommets ne vient pas d'en haut, là, elle vient d'en bas. Avant, on avait une métaphore d'en haut, ça vient plutôt d'en bas. Et donc, c'est-à-dire que le tas de sable, ce qu'on amène, c'est par en bas et on le ramène. C'est pas un truc qui vient... En spiritualité de Dieu, ça peut venir d'en haut, comme ça, infini. Mais là, pour nous, ça vient vraiment d'en bas. On doit travailler la terre à chaque fois. Ratisser large et creuser profond. La hauteur et la solidité du pic de forme est dépendante du volume charrié loin autour. Et, en 4e point, une fois le pic de forme enclenché, en arrêtant de pelleter, la limite est le volume, parce que vous commencez à construire avec ce que vous avez, et l'emploi de ce volume. Après, la façon de ciseler ou de construire le truc, on peut mettre des douves, différentes choses.
Avancer, il y a d'autres choses. Donc on revient à ce schéma-là. Donc là, on va passer, vous comprenez bien que le mécanique, ça renvoie au kiné. Voilà, on revient. Donc, vous voyez que toutes les pentes qu'on a là, ça revient à la dépense énergétique. Et là, on voit que selon Ovald en 1974, ça n'a pas beaucoup évolué, hein, on va dire depuis, vous avez le lactique, l'anaérobie lactique, le lactique et l'aérobie jusqu'à la lipolyse, donc les lipides, et après encore, il aurait tapé dans les muscles au bout de 40 heures sans trop manger. On commence à taper dans les muscles, je sais plus trop, bon, à peu près. Mais bon, vous voyez que c'est tout en souplesse, en courbe, en sinusoïdale, c'est cyclique, d'accord? Donc, ça nous donne quoi? C'est-à-dire qu'on a des filières énergétiques, souvent je vous en parle, les fenêtres physiologiques des filières. C'est-à-dire quoi? Qu'on est en sprint pur, on est entre 6 et 9 secondes, 19 et 30 secondes, ça c'est pour les 200 mètres. 50 à 70 et 2, alors tu as l'anaérobie, tu as différents seuils de lactique. Bon, aujourd'hui je ne rentrerai pas de toute façon dans ces détails, mais vous comprenez bien que vous avez le coureur de 400, le coureur de 800 jusqu'au coureur de 1500. Et après on rentre dans la résistance, ça on ne le voit pas dans les études en Europe. On ne voit pas trop la différence entre lactique et résistance. On a la VMA au bout de 6 minutes. Alors j'ai mis le trait là parce qu'il était là, le trait, mais le 6 minutes il est là. Donc moi j'aurais mis un peu là, mais bon, après il y aurait une harmonisation à faire. Et après on rentre dans l'endurance, et là les fenêtres que je vous donne souvent, les échauffements, les retours au calme ou les entraînements que l'on fait. Donc on a 12 minutes, 26 minutes, 50 minutes, 1h43, 3h59 et 6h. On n'entraîne pas un marathonien au-dessus de 3h59 comme en dessous. Et 6h ça devient de l'ultra, bon voilà. Mais vous avez toutes ces fenêtres là qu'on travaille, et ça, vous ne les trouvez pas non plus dans les revues ou dans les études en Europe. Bah, ça vient de la Russie, en fait. Alors là, vous avez le mur du marathon, 1h43. 50 minutes, c'est le mur du semi. 26 minutes, c'est le mur du 10. C'est pour ça que les records sont à 26-10. Et le record le mur du 5, et le record il est à 11,50 ou 11,48, un truc comme ça, les records du monde, hein, du 5000. Donc vous voyez, en plus, ces fenêtres physiologiques correspondent souvent à des distances que l'histoire de la discipline de l'athlétisme a repéré. On voit un peu que ça merde pour le semi, parce que 50 minutes, pour moi les records sont à 57 et on ne va pas arriver à 50 minutes, on n'y arrivera jamais en fait. Mais en tout cas jusqu'à avant, ça correspond assez bien. Après on a le mur du 3000 steeple sur le 6 minutes. Donc là ici vous avez le coureur bridé à 9-10 à l'heure, 8-9-10 à l'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la limite c'est infini en termes d'effort, mais bon, on commence à plutôt marcher que courir. Et quand on ne travaille pas le fractionné, comme on l'a vu avant, quand on ne travaille pas au-dessus de la route, malheureusement, ben, on est en on-off, on n'a que 2 allures, on n'a que 2 vitesses. Sur un vélo, on n'aurait que 2 vitesses, marche, course, pas plus. Donc c'est pour ça que même sur marathon, il faut travailler le fractionné, et vous allez voir pourquoi. Donc là, vous voyez que vous avez l'intensité, la résistance, l'endurance. Maintenant, ces choses commencent à vous parler, ne serait-ce que avec ce qu'on a vu avant. Donc l'intensité, c'est plutôt plus vite, plus haut, plus fort, on est d'accord. La résistance, c'est plutôt plus dense. Le coup de plus, le tennis, ou le coup de rein de plus, l'attaque de plus en course à pied. Je ne sais pas pourquoi il y a des trucs qui disparaissent, mais je verrai. Imposer son rythme de jeu, voilà, ça c'est la résistance. C'est pour ça que souvent suivre quelqu'un, c'est mieux, des fois il vaut mieux être seul devant plutôt que d'avoir ses à-coups à la personne qui a son microcycle à elle. Et on a l'endurance, c'est plus loin, plus longtemps. Alors, le fractionné, c'est l'art de varier les stimulations de qualité à la bonne quantité. Et là vous voyez que déjà la quantité, elle n'est plus au même niveau que la qualité. C'est d'abord la qualité, et on jauge la quantité à partir de la qualité. Donc là, on a de nouveau une appellation, moi je préfère parler d'intensité, donc d'allure de course et non de vitesse à travailler. On travaille plutôt la résistance que le lactique.
Et le travail de l'endurance, je l'aurais défini autrement, je mettrais juste la capacité de récupérer tout en maintenant l'allure. Okay. Donc quand je dis récupérer, ça veut dire recycler, et ça veut dire recycler la fatigue, donc recycler le lactique. Le lactique n'est pas un déchet, il est recyclable. La nature est bien faite. Et en maintenant l'allure, donc je dis bien l'allure et pas vitesse. Il y a une différence entre les deux. Travail du volume et non du kilométrage. Okay. Souvent on pense en kilomètres, on a des Strava qui pensent en kilomètres. Avec Adrien, on est en train de transformer les stats kilométrage en stats volume. Ce sera une autre fois. Donc on revient à la pyramide que je vous ai montrée. Donc là, les allures marathon, ça peut aller de 3 à 21 km. On va passer les détails pour des répétitions de 1 à 12. On passe tous ces détails. L'allure semi, c'est plutôt 1 à 10 km de répétition 2 à 16 fois. Et 10, on va de 600 à 3 km. On fait rarement des 2 fois 4 km. Ça peut arriver à haut niveau, ça peut plus arriver. Mais encore faut-il avoir une planif assez longue pour avoir le temps d'arriver à ça. Donc je vous passe les détails d'entraînement. De toute façon, vous les connaissez, vous les pratiquez avec moi. Alors l'intensité, c'est comment est-ce qu'on joue sur l'intensité. On joue dans l'augmentation du pourcentage de VMA et de la fréquence cardiaque. Comment on joue sur l'intensité. L'intensité, c'est la flèche d'en haut, qui part vers le haut. Après, on a l'endurance. Ça, c'était la flèche qui descendait. Je ferai la résistance juste après. Donc ça, c'est le volume de séance. Soit on augmente les répétitions, soit les blocs à étage fusée, que l'on augmente aussi. Après un 5000, on peut rajouter des 1000. Après des 1000, on peut encore rajouter des 500, puis des 400, puis des 300. On peut toujours rajouter. Ce qui bloque, après, c'est la mécanique et le mental, le psychologique. Et après, on peut augmenter le volume semaine aussi. Dans l'endurance, il n'y a pas que le volume séance, il y a le volume semaine. Ça joue. Après la résistance, c'est là où ça devient beaucoup plus technico-tactique. On n'en parle pas souvent et c'est pour ça que je différencie totalement du lactique, parce que la résistance, on peut jouer sur plein de leviers. Diminution ou accélération des récup. Soit on diminue le temps de récup, soit on accélère la récup pendant le même temps de récup. Soit on allonge la distance du bloc et de la répétition. Donc la résistance, elle est dans la récup et à la fois dans l'allongement à la même allure de la distance répétée. Tout ça, c'est de la logique. Donc les séances de 6000 D+, notamment 6000 mètres D+. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits caches là devant. Mais bon. Après, il y a la vitesse qui n'est pas à l'intensité. Et là, la vitesse, c'est les 100 mètres, 100 mètres. On ne fait pas beaucoup, qu'on peut faire à la fin des entraînements, à la fin des gammes notamment. Julien, on a commencé à faire une journée spéciale où il fait le vendredi après le blabla du matin. Il fait des 100 mètres, 100 mètres. Donc ça permet vraiment de gagner en vitesse et de surtout muscler, avoir un muscle tonique qui est capable de résister. Il y a la PPG qui est à la charge d'un 100 mètres, 100 mètres, c'est quand même violent. Après, il y a la PPG, la musculation, qui permet aussi de travailler la muscu, sachant que la vitesse, c'est la muscu en mouvement. Plus on devient pro et plus on passe d'un microcycle de 7 jours à 10 jours. Parce que pour pouvoir tout placer, souvent 7 jours, une semaine, ça ne suffit pas. Donc il faut passer de 7 jours à 10 jours. Après, voilà, là on est dans les logiques de surcompensation. S'entraîner selon une planification visant la surcompensation. Donc le but de l'entraînement, on se donne encore 5 minutes, et les gens vont commencer à arriver, mais le but de l'entraînement, c'est d'arriver à des surcompensations où la performance serait là. Alors là, on peut être dans une logique d'un jour, 2 jours, 3 jours, et on récupère de certains entraînements en 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Et on peut aussi avoir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et arriver à une surcompensation qui nous permet de faire la perf voulue. Donc vous avez toujours un temps de travail qui nous creuse un peu notre tombe, et après on a un temps de récupération, et après on a un temps où on marche sur l'eau. C'est agréable de le sentir. Donc tout ça, ce sont des principes d'adaptation et de logique d'évolution. La nature, elle a été bien faite. Elle nous permet réellement de forcer par moment, mais elle nous le rend bien parce qu'elle est capable de s'adapter et dans une logique d'évolution, de nous faire avancer, de nous faire progresser. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent, l'effort, il n'est pas à voir comme ici, genre, on grimpe une montagne et en haut, on l'a fait, ben, c'est plutôt, on creuse et on remonte. Et souvent, là, monsieur et madame, tout le monde, ils sont là, ils regardent, et après, ils se croient malins, ils prennent des jumelles, et ils regardent très loin, très loin, très loin, et ils nous voient toujours pas.
Et en fait, c'est normal qu'ils ne nous voient pas parce qu'on est en dessous. Et c'est ça le jeu. C'est qu'on parlait de l'entraînement invisible avant. Là, ça s'appelle le travail de l'ombre. On est dans un travail de l'ombre. C'est encore un autre deal. Et souvent, les marathoniens, ils disparaissent pendant 1 ou 2 mois parce qu'ils font ce travail de l'ombre-là en creux, quoi. Donc, les surcompensations, elles sont différentes selon le travail effectué. Donc, vous avez les efforts de vitesse en 6 heures, vous récupérez. Vous avez les efforts de lactique en 12 heures et les efforts de résistance en 24 heures. Vous voyez? Et l'endurance, ça peut prendre une sortie de marathon, ça prend 3 jours, 3-4 jours au moins. Alors ça, c'est des moyennes, c'est des variables, ça dépend de chacun, c'est pour ça qu'il faut s'écouter. Alors on en reparlait avant là. Et moi, j'avais quand même rajouté la résistance parce que c'était pas dans les tableaux que j'avais vus. Et également, ce sont des choses, la surcompensation physiologique, mais pas mécanique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous taper une séance de sprint tous les 6 heures. Parce que mécaniquement, par contre, c'est pas la même. Okay. Et là, j'aimerais bien avoir des études, je le dis haut et fort à la caméra là-bas, mais j'aimerais bien avoir des études qui calculent la mécanique. Et ça ne marche pas de la même façon. Et des études qui calculent le mental. Comment on récupère d'une séance sprint, ou comment on récupère d'une séance marathon. C'est complètement différent. Là aussi, c'est pas les mêmes choses. Et là aussi, on a des surcompensations. Il y a des périodes où on a envie de tout bouffer. Le tartan, tout ça, on allait dans l'ombre, on raille le tartan, tout ça. Et il y a des fois où on n'a pas envie, alors que la forme, elle est là. La forme, elle est là, mais on n'a pas envie d'enchaîner. Donc il y a des surcompensations, dans ce que je vous ai montré avant, autant sur le physiologique que le mécanique que le psychologique. Donc là, vous avez le sprint, le 800 dans le lactique, la résistance, c'est des distances un peu plus longues, mais on a de la résistance aussi au 1500, et séance marathon plus. Alors, après, on a les arrêts, c'est-à-dire quoi, surcompensation et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut se donner des temps de récupération, donc des temps d'arrêt, donc il faut quand même différencier l'arrêt du repos, de la récup et de la récup active. Donc souvent, nous, les gens, ils me demandent hey, « Laurent, tu te reposes jamais et tout et tout ?» Moi, je suis en récup active, je préfère faire 30 minutes de jog que de m'arrêter 2 jours. 30 minutes de jog, vous gagnez 1 jour déjà. L'arrêt, en général, c'est pas bon. En général, c'est que vous êtes blessé. C'est pas bien. Ou alors, vous avez un quotidien qui vous a rattrapé, et les enfants malades, le boulot, tout ça. Mais l'arrêt, c'est jamais bon. Le repos, oui. On en parlait, bien manger, bien bouger, bien penser, bien dormir. Le repos, oui, ça fait partie de dormir. Et après, la récupération. Donc, sachez-le, les blabla jog et les jog cool, ce sont des récupérations actives déjà. Et on peut récupérer tout en faisant un effort. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas hyper friand des arrêts. Souvent, il y en a à chaque perf, ils vont s'arrêter 15 jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait 6 mois de travail pour une perf et ils vont s'arrêter 15 jours. Sauf que 2 perfs par an, ce qui est logique, 2 fois à peu près 6 mois, c'est logique. Pourquoi pas, sauf que 2 fois 15 jours, ça fait déjà 1 mois de repos. On est plutôt dans le repos, hein, quand les gens, ils arrêtent peut-être pas, mais ils sont dans le repos, ça fait 1 mois de repos, mais 15 jours d'arrêt, ça veut dire 15 jours pour revenir, donc ça fait 2 mois. On passe du coup, les 6 mois, c'est plus des 6 mois en fait, c'était de la théorie ça. La pratique et la méthode empirique nous montrent que c'est plutôt 4 mois, plus 15 jours d'arrêt, plus 15 jours de retour, ça fait 5 mois, et la même chose, 4 mois plus... oui. Donc les arrêts, ça va vite, et moins on en fait, mieux c'est, et plus ils sont actifs, mieux c'est. Et après, d'ailleurs, on a l'appel de l'esprit. Hein. Bon, j'arrive pas à revenir en arrière. Donc après le repos et la récup active, on a... Je ne peux pas revenir en arrière, je ne sais pas, donc je refais. On a la paix de l'esprit. Souvent, on a la paix de l'esprit, il vaut mieux faire un petit job de 30 minutes et on est en paix. Hein. C'est plus simple hein, que d'y penser. Après, vous voyez la surcompensation, elle peut être sur une période d'un entraînement ou d'une semaine, elle peut être sur une période un peu plus longue, et on a une surcompensation, une hypercompensation, et ça, c'est la logique de la planification. Donc, là, ici, quand à force de descendre, le risque, c'est la rupture. Mais il faut savoir jusqu'où on peut descendre pour savoir rebondir. Et ça, c'est pour ça que souvent, ça prend 4 ans pour un objectif très important. Ça prend 4 ans pour essayer chaque année de descendre un peu plus bas. Creuser un peu plus le travail de l'ombre pour essayer de monter plus haut aussi. Donc, ça ressemble un peu à ça, une planif. Micro-cycle, ce serait une semaine ici. Mésocycle, c'est 1 mois. Ici, donc là on a 4 semaines, un mésocycle de même 5 semaines.
et un macrocycle, c'est l'ensemble des 3 mésocycles. Donc vous voyez que la logique que je vous montre de surcompensation, elle doit être calculée également comme ça. Et donc là, sans logiciel, sans application, on travaille avec Adrien, c'est impossible pour un entraîneur pour plus de 1 ou 2 athlètes. Après, il y a trop de paramètres, trop de fonctionnalités, trop de synergie et de connexion entre tous les paramètres, c'est pas possible de le calculer, quoi. Donc là, on a une planification en 2D, et là on va rentrer un peu de métaphore, un peu de poésie. Voilà. Donc après, on avance sur un objectif cible, sur un macro-cycle. Vous avez de la prépa générale, puis spécifique, puis compétition, puis une période de transition. Parce que pareil, je vous parlais de repos, mais c'est souvent des périodes de transition aussi qu'il faut intégrer, parce que le passage du championnat de France de 10 à la piste, ça fait mal. Ça se fait pas comme ça normalement. Donc on peut l'anticiper et faire 2 prépas en même temps, mais bon, vous commencez à mettre des ingrédients de piste en même temps, mais c'est pas évident. Donc là, vous voyez un peu, vous avez la condition physique dont on a parlé, puis sportive, puis compétitive. On en a parlé avant. Et là, vous pouvez faire des entraînements en compétition, puis des compétitions entraînement, puis des compétitions secondaires, primaires et affûtage. Vous voyez, tout ça, ça se calcule et ça se met en logiciel. Et vous avez une année où vous auriez 2 objectifs cibles en théorie, où le premier pourrait aider à l'autre, c'est-à-dire le trail ici, par exemple championnat de France de trail ici, et vous faites championnat de France de marathon en mars, c'est cette année, hein, c'est ce que je vais essayer de faire, championnat de France de marathon en mars et championnat de France de trail en juillet. Donc je peux surfer sur la forme du marathon pour après le transformer en spécifique trail. Et bon, on va terminer là-dessus. Donc là, vous avez toujours, il faut bien comprendre que la planif que je vous ai montrée, elle est quand même à voir sur le plan humain, au moins avec une dimension supplémentaire, c'est que la théorie, c'est ça, c'est ce que je vous ai montré, sauf qu'en pratique, c'est ça. Et ça devient déjà beaucoup plus sinusoïdal. Parce qu'on a le fameux creux là, à savoir à quel point on l'a imposé ou pas. Mais c'est-à-dire qu'en théorie, on pousse, on monte, et on voudrait en théorie que ça continue, mais en fait on a un plafond, un plateau qui est bien plus tôt. Finalement, en réalité, le plateau, même de la théorie, on est obligé de l'accepter. Mais là, le plateau, il est plat. Sauf qu'en réalité, non seulement on a un plateau, mais on peut creuser. Là, on commence à dire, putain, l'entraînement, c'est quoi? C'est de la merde, on n'avance pas, on n'avance pas. Au contraire, on recule. Et c'est pour mieux, encore une fois, ressauter. C'est toujours très fluide, très sinusoïdal. D'accord? Il faut bien l'intégrer. Donc ça veut dire quoi? Là, on avait les microcycles à 7 à 10 jours. Là, les mésocycles, vous voyez que ça enchaîne. Et donc ça fait la sinusoïde qui enchaîne. Après, on a le macrocycle jusqu'à 3 à 6 mois. Et là, on a une planif en 3D, c'est-à-dire qu'on a à la fois la quantité où vous avez, c'est ça qu'on travaille avec Adrien, on a la quantité dans la hauteur de la barre et on a la couleur de la barre, avec vert ou rouge. Vous voyez? Et puis le bleu là, c'est les semaines de bricolage. Parce qu'on bricole tout le temps. D'ailleurs, pour l'objectif cible qui pourrait être là, c'est une semaine où on part en voyage, parce que l'objectif cible il est en Sicile, et qu'il faut voyager, et que du coup c'est une semaine de bricolage. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez les compétitions qui sont mises, les fameuses compétitions entraînement ou compétitions interdisciplines, parce qu'on peut faire un trail aussi des fois pour faire un peu changer le mal de place. Vous avez les compétitions qui se passent et vous voyez l'objectif cible au bout, là-bas il est dans deux périodes bleues. Donc là on a une planification en 3D. Alors là, pour les entraîneurs, juste petite concentration. En début de saison, on travaille davantage plus l'intensité, donc ce qui partait vers le haut. Après, on a intensité plus distance de répétition. Vous voyez la logique? Je ne vous saoule pas avec, mais en fait, tout est calculé. Une fois que vous avez mis en avant, vous avancez en avant la saison, vous pouvez commencer à mettre les simulations. Souvent, on demande comment on passe de telle séance à telle séance. Ben, on passe de telle séance à telle séance parce que là on va passer de l'intensité plus la distance répétée à l'intensité et le volume semaine. Donc on réoublie un peu les distances des répétitions de séance pour repasser à un peu plus de volume semaine. Donc ça repasse par les jogs et ainsi de suite. Donc tout ça on en parlera entre coach et entre encadrants, mais vous voyez que c'est très logique en fait. Donc là, il y a 10 mésocycles différents, je vous les passe, mais voilà, c'est calculé. Et là, on peut revoir la différence entre les macrocycles ici, les mésocycles ici et les microcycles ici.
Et on voit que la forme, elle évolue. Et je crois que je l'ai marqué. Voilà, sur une saison à haut niveau, l'objectif ce serait de gagner entre ici, le début de saison, et ici, l'objectif cible, ce serait de gagner 1 km/h de VMA. C'est quand même pas rien. Donc, il y a quand même une vraie marge et un vrai gain à bien s'entraîner. Donc après, je passe ça, on va terminer là-dessus. Alors, là, on a le lancement vers un objectif, ce que je vous expliquais. On a la limite d'une capacité, malheureusement, bien plus tôt que la théorie. En plus de ça, cette limite, elle s'avère arriver à une réduction de niveau. C'est là où on a les premiers essais-erreurs, les doutes et les arrêts qui commencent à arriver. Là, on a les premiers fruits du travail, mais en ayant l'impression d'avoir reculé. Ça, c'est pas évident à accepter. Et après, on commence à réellement monter, on déploie de nouvelles ressources. En général, d'avoir creusé un peu la mine, on trouve des diamants, hein, c'est possible. Donc, ou du pétrole. Mais voilà, la nature est quand même bien faite. Pour une réalisation d'une nouvelle forme et part de potentiel. Donc, vous voyez que l'effort d'entraînement, par contre, et c'est ça, là-dessus que je vais insister, il doit être linéaire. Il doit être linéaire, c'est-à-dire que si ici, là, vous dites ah j'en ai marre et tout, et vous redescendez l'effort d'entraînement, ben, forcément vous allez créer une sinusoïde de l'effort et qui va encore plus perturber l'évolution. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire voilà, bon, on se donne 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, et on se donne des objectifs, et pendant tous ces objectifs de 6 mois, effort continu. Et on ne se permet pas de douter de quiconque, en premier lieu de soi-même. Et on garde l'effort, et on verra après, au bout de chaque 6 mois, si on est là ou là, et si c'est logique. Et là, il n'y a que l'œil de l'entraîneur, l'expertise de l'entraîneur et la sagesse de l'entraîneur qui peut, bon, bien sûr en aller-retour et en discussion, en négociation des fois avec le coureur, mais qui peut évaluer les choses. Donc je voudrais vraiment insister sur le fait que l'effort doit être continu, sinon on augmente encore plus les variations. Et le débutant et le recommençant qui lui donc ne garde pas un effort continu, ben, il fait ça. C'est-à-dire que s'il commence à hésiter, il va descendre encore plus bas, il peut avoir un plateau en bas plus long, et dans tous les cas il ne remontera jamais à peine à son niveau au-dessus. Et dans tous les cas, vous voyez que ça retarde l'avancée. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Et je vais terminer là-dessus, il y aurait eu encore plein d'autres choses à dire, mais vu l'heure, je pense que c'est une bonne façon de conclure la conférence de la présentation du jour. Voilà.